Bonjour à tous, merci d'être là. J'en profite pour vous dire que dans le chat, il y a de quoi émarger, mais il y aura aussi du coup de quoi émarger pendant le diapo. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du bon usage des antibiotiques en pédiatrie, notamment parce que nous, on le voit quand on a nos internes, puisque en général, ils ont tendance effectivement à prescrire pas mal d'examens complémentaires. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir Charlène qui va nous présenter ce topo et qui a été fait en élaboration, en tout cas, avec le docteur Chaussido qui est à Villeneuve-Saint-Jean. Charlène, je te laisse la main. Ok, merci beaucoup Émilie et puis merci pour cette initiative de soirée. Du coup, voilà, je suis le docteur Charlène Ferrandise. Je travaille dans le service de pédiatrie générale de l'hôpital Armand-Trousseau à Paris, dans lequel il y a une unité d'infectiologie pédiatrique et je reviendrai plus tard dessus pour vous expliquer un peu plus nos collaborations. Mais je travaille aussi du coup avec le docteur Anaïs Chosidov, qui elle est pédiatre au sein du service de pédiatrie de l'hôpital intercommunal de Villeneuve et qui est du coup pédiatre référente en infectiologie pédiatrique qui va nous rejoindre au cours de la soirée. Euh, Ça marche. Donc voilà le lien où vous pouvez émerger. Donc, pourquoi cette soirée? Parce qu'en fait, vraiment, l'enjeu crucial du bon usage antibiotique, c'est vraiment de lutter contre l'émergence d'antibiorésistance parce que les chiffres sont de plus en plus inquiétants, hein. Il y a dans le monde, en janvier 2022, 1,3 million de décès par an qui ont été liés à l'antibiorésistance. Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Et on estime que sans mesures adaptées, on pourrait atteindre jusqu'à 10 millions de morts en 2050, tout en sachant que en France, on est le quatrième pays d'Europe le plus consommateur en antibiotiques et donc on a un gros travail à faire. Sachant que nos consommations sont à peu près supérieures à 23% à la moyenne européenne et qu'on consomme 3 fois plus que les pays les plus faibles consommateurs. Quelques chiffres de résistance en pédiatrie dans les établissements de santé. On note que, il y a 9% des souches de staphylocoque dorés qui sont résistants à la méticilline, 6% d'entérobactéries BLSE, 5% d'Escherichia coli BLSE et 16% de Klebsiella pneumoniae BLSE, selon les données SPARES de 2022. Il y a une étude assez intéressante qui a été menée de 2010 à 2024 où il y a 18 pédiatres libéraux en ville qui ont prélevé des enfants, au total 5300 enfants, et qui ont regardé en fait le portage de colis BLSE. Et en fait, voilà les courbes, hein, le portage de colis BLSE chez des enfants complètement euh, sans, enfin, complètement, pardon, qui n'ont pas d'antécédents particuliers en ville, hein, et drastiquement monté là sur les dernières années. Et en 2023, on monte jusqu'à un taux de 16%. Donc, pour lutter contre cette émergence de résistance, la meilleure solution, c'est le bon usage en antibiotiques. Et le bon usage en antibiotiques, c'est quoi? C'est tout d'abord poser la bonne indication d'une antibiothérapie. Donc, respecter les non-indications. C'est pas toujours facile, on reviendra dessus. Et je sais qu'en pédiatrie, il y a notamment la pression des parents qui est pas toujours facile à gérer. Faire attention aux pièges diagnostiques, on va y revenir sur des cas cliniques un peu concrets sur les diapos suivantes pour illustrer ces choses-là. Et en gros, c'est vraiment de se dire que c'est pas parce que j'ai un prélèvement microbiologique qui est positif à une bactérie ou un parasite d'ailleurs que c'est forcément synonyme d'infection et qu'il faut forcément traiter parce qu'il y a des situations de portage sain, il y a des situations de colonisation, et donc c'est toute la difficulté de la positivité de ces prélèvements. Il y a quand même des TROD qui existent et qui aident beaucoup au diagnostic des infections bactériennes versus virales. Il y a notamment le TROD pour le strepto A
qui a une importance majeure en pédiatrie dans plusieurs indications. On reviendra dessus. Et puis, sur les périodes d'épidémie hivernale, vous avez aussi les triples tests Covid, VRS, grippe qui peuvent aider sur des enfants qui ont des tableaux respiratoires avec plutôt une atteinte respiratoire basse pour faire la part des choses entre pneumopathie virale ou bactérienne, par exemple. Et puis enfin, les infections orales restent en France la première cause de prescription d'antibiotiques chez l'enfant, sachant que l'immense majorité des infections ORL sont d'origine virale chez l'enfant. Donc il y a un gros travail à faire, en particulier sur ces infections-là. Une fois qu'on a défini la bonne indication, il s'agit aussi de choisir la bonne molécule. Donc, choisir la bonne molécule, c'est aussi respecter les recommandations des sociétés savantes parce qu'elles sont établies en fonction de l'épidémiologie bactérienne des infections et des profils de résistance qu'on observe en France. Et aussi, l'idée, c'est de se dire toujours d'essayer de privilégier un antibiotique à faible impact écologique, donc qui sélectionnera le moins possible le microbiote, par exemple. Donc c'est l'amoxicilline ou la clarithromycine, et d'éviter à tout prix les antibiotiques à fort impact, comme l'amoxicilline acide clavulanique, donc l'augmentin, les C2G, les C3G, les fluoroquinolones qui n'ont vraiment pas de place en première intention chez l'enfant, l'azithromycine et la rifampicine. Et le dernier point essentiel du bon usage, c'est la bonne posologie. Alors en pédiatrie, on dépend beaucoup du poids, on calcule beaucoup en poids. Vous avez plus l'habitude que les pédiatres de faire attention aux doses max parce que vous êtes confronté aux doses adultes que vous connaissez bien, mais c'est quand même un point de vigilance, ne pas dépasser la dose max, de prescrire la bonne durée et de choisir la bonne galénique qui sera adaptée à votre patient. Globalement, il existe beaucoup, beaucoup d'antibiotiques disponibles en sirop. Et puis surtout des sirops qui sont de plus en plus faciles à donner puisqu'ils peuvent se prescrire en dose poids, comme l'augmentin, l'azithromycine, le céfixime, etc. Sachez que de plus en plus, avant les indications, enfin le traitement par amoxicilline et l'augmentin se donnait en 3 fois par jour, et maintenant on a montré qu'on était aussi efficace en 2 prises par jour dans certaines indications, et donc on sait que ça favorise l'observance, notamment chez les petits qui vont à la crèche ou qui sont à l'école ou en collectivité, et donc du coup c'est toujours difficile de donner une dose le midi. Donc vous pouvez prescrire l'amoxicilline et l'augmentin, qui sont les deux molécules principales en pédiatrie, en 2 doses par jour. Donc si vous avez besoin de prescrire de l'augmentin au sirop, vous faites une dose poids et demi le matin et une dose poids et demi le soir. Et donc tout ça, c'est en fait, je l'ai mis là, l'éducation des parents, mais en fait, c'est valable pour tout. C'est vraiment un rôle crucial dans la prise en charge des patients pédiatriques, c'est de beaucoup discuter avec les parents et de leur expliquer pourquoi le traitement et surtout comment donner le traitement et vraiment d'insister sur la durée de traitement, de bien aller au bout. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. L'idée, c'était que on a choisi pour l'instant de commencer par 3 thématiques que sont les gastro-entérites, les infections urinaires et les infections ORL, avec des exemples un peu concrets de bon usage. Faut savoir que d'abord, sur les infections digestives type gastro-entérite aiguë, c'est vraiment un motif de consultation qui est très fréquent. Il y a 21 millions d'épisodes par an et ça représente entre 1,4 et 4 millions de consultations en médecine générale chaque hiver selon les données de Santé publique France, ce qui représente du coup une vraie masse de consultations, que les populations majoritairement touchées sont les enfants de moins de 5 ans et qu'on estime qu'il y a entre 0,5 et 2 cas par enfant de moins de 3 ans. Donc, si vous recevez un enfant, enfin, si vous suivez un enfant, vous risquez de le voir au moins une fois par an pour un souci digestif. La grande, grande, grande majorité des diarrhées sont d'origine virale chez les enfants, notamment dues au rotavirus et au norovirus.
que en fait les diarrhées bactériennes, oui, ça existe, mais c'est vraiment très peu fréquent, surtout en France, dans un pays à revenus élevés, avec des mesures d'hygiène. Et qu'en fait, ce qui nous met en difficulté dans le diagnostic des gastro-entérites aigus, c'est l'essor des PCR multiplex, et j'y reviendrai après. En gros, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que euh, dans le cadre des gastro-entérites aigus, l'antibiothérapie, elle est rarement indiquée, et surtout, elle est même non systématique, même en cas de diarrhée bactérienne. Tout de suite, on va illustrer ça par le premier cas clinique. Donc, c'est une demande directe à PHP que j'avais reçue, hein. Je reçois régulièrement des demandes d'avis pour ce genre de questions. Donc, c'était un enfant de 4 ans, 4 mois, diarrhée aiguë, fébrile, avec vomissement. L'examen clinique était très bien, pas de signe de déshydratation, bon état général. Les symptômes étaient en voie de diminution. Il continuait à vomir un peu 2 jours après, mais pas grand-chose de plus. Et le médecin avait prescrit une coproculture qui retrouve un Escherichia coli et des toxines de Clostridium difficile. Son jumeau commençait à avoir des symptômes aussi, et juste comme antécédent, ils étaient prématurés à 34 semaines d'aménorrhée dans le contexte de grossesse gémellaire. Mais rien de particulier en dehors d'un asthme du nourrisson, donc franchement pas un terrain très compliqué. Et donc, la question, c'est faut-il traiter cet Escherichia coli et le Clostridium difficile toxinogène qu'on a retrouvé dans ces prélèvements? Donc, elle m'a envoyé en effet les résultats bactériologiques qu'elle avait. On identifie un Escherichia coli et la toxine du Clostridium difficile, sachant que en discutant un petit peu après avec le médecin qui m'avait demandé cet avis, elle n'avait absolument pas demandé la recherche de Clostridium difficile. Ça avait été vraiment une initiative du laboratoire qui, en plus, est plutôt sympa puisque il vous donne des conseils d'arrêter la molécule supposée et que si ça persiste, le traitement que vous devez prescrire, c'est de la fidaxomicine pendant 10 jours ou de la vancomycine. Bon, quoi répondre à ça? Est-ce qu'on traite, est-ce qu'on traite pas? Si on traite, est-ce qu'on fait de la fidaxomicine? On est perdu avec tous ces résultats. Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Peut-être je vous laisse méditer un petit peu. Euh, Donc, ce qu'on avait répondu à cette question, c'était que l'origine virale des gastroentérites, c'était vraiment la cause la plus fréquente et surtout la plus probable chez ce patient, qui avait jamais d'indication à traiter un Escherichia coli, et qu'en fait le portage du Clostridium difficile, y compris des souches sécrétrices de toxines, est très fréquent chez le jeune enfant, mais c'est pas forcément pathologique, et surtout là, dans l'avis qu'elle avait demandé, on n'avait aucun facteur favorisant qui pouvait expliquer cette infection à Clostridium difficile. A priori, c'est pas des enfants qui prenaient des IPP, qui n'avaient pas eu d'antibiothérapie préalable, qui n'avaient pas d'antécédents particuliers. Bon, on était un petit peu embêtés, évidemment, on a quand même un clostridium toxinogène dans les selles chez un enfant symptomatique. C'est discutable, je pense que c'est facile de le dire a posteriori, on aurait pu surseoir à ce traitement, mais ça nous a mis dans la difficulté. On a dit, ok, on traite. Parce qu'on n'a pas de documentation virale et qu'on a quand même un clostridium difficile et toxinogène dans les selles, uniquement si les symptômes persistent au moment où le médecin recontacte le patient. Et donc, le traitement, par contre, de l'infection à Clostridium difficile chez l'enfant, c'est le métronidazole à 30 mg kg en 3 prises pendant 10 jours. J'attire votre attention juste sur les conseils qui sont parfois notés sur les rendus microbiologiques des coprocultures. Comme c'était le cas là, en fait, c'est des conseils qui sont issus de recommandations adultes. Donc, faites très attention quand il s'agit d'un patient pédiatrique. On avait dit pas de traitement empirique pour le frère en tout cas. Et si vous avez besoin de faire un prélèvement au frère, faites-lui plutôt une virologie des selles. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? La virologie des selles était finalement positive à rotavirus chez le frère, et d'ailleurs la recherche de Clostridium difficile était négative pour la toxine.
Conclusion, probablement que le premier patient qu'on a décidé de traiter par métronidazole, il avait en fait lui aussi un rotavirus, comme on a dit, c'est la cause la plus probable et la plus fréquente. D'autant plus qu'il avait un tableau clinique finalement assez classique avec juste une diarrhée assez banale, fébrile. Donc, concernant le Clostridium difficile, c'est un bacille gram-positif anaérobie qui est normalement présent dans la flore intestinale. Et ce que vous devez savoir et surtout retenir, c'est qu'il y a un portage asymptomatique qui est très fréquent chez les jeunes enfants, hein. Vous voyez, en fonction des classes d'âge, là, ça monte jusqu'à à peu près presque 40% des patients qui sont porteurs entre 6 mois et 1 an. Et au global, chez tous les jeunes enfants, on estime que ça représente 50 à 70% des nourrissons qui sont porteurs. Donc c'est vraiment extrêmement fréquent. Et donc en période aiguë de gastro-entérite, si vous le recherchez, définir son pouvoir pathogène, et ben, ça devient compliqué. Dans tous les cas, avant l'âge de 2 ans, le traitement antibiotique, il est jamais recommandé, même si la souche, elle est toxinogène, parce que c'est jamais pathogène. Avant l'âge de 2 ans, il n'y a pas de récepteur digestif à la toxine. Après 2 ans, eh ben, c'est en fonction de l'interprétation clinique, en fonction du contexte clinique. Si jamais vous retrouvez le Clostridium difficile sur un prélèvement et en fait le temps de récupérer le résultat, vous recontactez les parents et on vous dit ah bah non en fait c'est bon ça fait 2 jours qu'il a plus de symptômes, surtout ne traitez pas. Il n'y a aucun intérêt à le traiter si les enfants sont asymptomatiques. Et juste un petit rappel, en cas d'infection avérée à Clostridium difficile, le chat, il est inefficace. La solution hydroalcoolique est inefficace et donc du coup, l'hygiène des mains passe par le lavage des mains au savon doux. Alors, le deuxième cas clinique de gastro-entérite, c'était un enfant c'est des cas réels hein, que je vous illustre là. C'était un enfant de 2 ans, pas d'antécédent, pas de voyage. Il avait consulté 5 jours auparavant pour des selles liquides, non gléronsanglantes, à peu près 3 épisodes par jour qui évoluaient depuis 5 jours. Il avait eu de la fièvre au début jusque 40 degrés pendant 3 jours et puis ensuite apyrétique. Son examen clinique était strictement normal au moment où vous l'aviez vu et puis vous aviez décidé de lui prescrire une coproculture en ville. Et donc, il vous reconsulte quelques jours plus tard avec les résultats de sa coproculture et à ce moment-là, il vous dit que il a toujours une selle par jour, un peu moins liquide, et qu'en tous les cas, il a plus du tout de fièvre. Voici les résultats de sa coproculture. Donc, toutes les bactéries sont négatives et en fait, il n'a pas eu une coproculture comme vous le voyez. Le laboratoire a décidé de lui faire une PCR multiplex dans les selles, à la fois bactérienne, parasitaire et virologique. Et donc, on retrouve du blastocystis hominis, du dientamoeba fragilis et un rotavirus. Et encore une fois, le laboratoire, il est assez sympa. Il vous met des petits conseils. Il vous dit qu'en gros, le Blattocystis hominis, bah, la pathogénicité, elle est controversée, mais que quand même, ça peut être responsable de diarrhée. Et que si vous voulez traiter, bah, c'est le métronidazole. Et pareil pour le Dientamoeba fragilis. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on traite les deux parasites? Est-ce qu'on traite pas? Euh, On a dit surtout pas. En fait, vous avez là, c'était un peu plus facile que le premier cas, puisque en plus, vous aviez la virologie des selles qui était positive à rotavirus. Et donc, en fait, diagnostic, c'était vraiment un diagnostic de gastro-entérite virale et qu'il n'y avait aucun intérêt à un traitement antibiotique. Donc, la coproculture. Il y a En fait, le bon usage des antibiotiques, ça passe aussi par le bon usage diagnostique. Et en fait, c'est de se dire à quel moment il est pertinent de prescrire un examen complémentaire. Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose ou pas? Parce que, en fait, les indications de la coproculture, elles sont quand même limitées. C'est important de les respecter parce que sinon, on se retrouve comme j'ai illustré là, avec des résultats positifs dont on ne sait plus quoi faire.
Les indications, c'est des enfants qui ont des comorbidités, qui soient immunodéprimés, des maladies oncologiques, des maladies intestinales chroniques inflammatoires, ou les enfants qui ont une drépanocytose. Ça, c'est la première indication. Ensuite, les autres indications, c'est plutôt en fonction de la symptomatologie. C'est évidemment s'il y a des selles glaireuses ou glérosanglantes ou un syndrome dysentérique ou un état septique, c'est une indication, une coproculture. Le retour d'un voyage, il faut toujours interroger les patients ils reviennent d'un autre pays. Le contact avec un cas de Shigella confirmé, une suspicion de d'intoxication alimentaire collective et des symptômes prolongés. Et on définit les symptômes prolongés par des symptômes qui durent de plus de 15 jours. Probablement que dans le premier cas, je n'avais pas rediscuté avec ce médecin-là, mais la coproculture avait été prescrite parce que ça faisait 5 jours que l'enfant avait de la diarrhée. Faut savoir que ça arrive que la diarrhée persiste un petit peu, et donc vraiment les coprocultures au bout de 15 jours. Et on va s'atteler à rechercher uniquement 4 germes qui nous intéressent, qui sont le campylobactère, la salmonelle, la Yersinia et la Shigelle. C'est vrai que chez un enfant lambda qui vous consulte, il n'y a pas d'intérêt à aller faire toute la PCR multiplex pour rechercher d'autres bactéries et surtout pas les autres parasites. Ce qui peut être le plus rentable, en revanche, c'est la virologie des selles. Et donc, l'essor de la PCR multiplex dans les selles, en fait, c'est plutôt sympa de prime abord parce que pour le laboratoire, c'est une méthode qui est beaucoup plus facile et rapide à faire. Ils ont moins de manipulation, hein. Le rendu de la coproculture, malheureusement, c'est assez long, c'est entre 3 et 5 jours. C'est pas si cher et c'est des PCR spécifiques. Et pour eux, ils sont contents parce que ça détecte des virus, des bactéries et des parasites, ça détecte plein de choses. Mais comme on l'a vu, vous pouvez avoir des positifs chez les sujets sains juste parce qu'il s'agit d'une colonisation. Ça recherche des pathogènes qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Et il y a d'autres freins majeurs au PCR multiplex dans les selles. C'est que d'une part, ça ne différencie pas les salmonelles mineures des salmonelles majeures. Or, les salmonelles majeures doivent être systématiquement traitées et les salmonelles mineures pas forcément. L'autre problème, c'est que ça détecte de façon globale la shigatoxine, qui est commune à la fois à la shigelle et à la fois à l'Escherichia coli entéro-invasif. Or, la shigelle est à traiter de façon systématique et l'Escherichia coli n'est pas à traiter. Donc, sur certains résultats, on est très embêté. Et puis, le frein aussi majeur, c'est que ça ne donne pas d'antibiogramme. Or, pour certaines souches de salmonelle, on a quand même, enfin salmonelle d'ailleurs, Shigelle et Campylot, il y a des résistances qui se développent et donc c'est important qu'on puisse avoir un antibiogramme. Donc, malheureusement, de plus en plus, quand vous prescrivez une coproculture, le laboratoire prend la liberté de réaliser cette PCR plutôt que la coproculture. Et donc, vous allez être amené à recevoir ce genre de résultats. Donc, je vous amène vraiment à les interpréter avec prudence parce que ça conduit beaucoup à des traitements antibiotiques qui sont inutiles dans ces indications-là. Euh, Évidemment que on peut faire une antibiothérapie probabiliste par voie orale dans des contextes de gastro-entérite aiguë en cas de diarrhée glérosanglante sévère et donc ou de contact pardon avec la shigellose. Et donc pour ça, le traitement probabiliste, c'est l'azithromycine peros pendant 3 jours à réaliser après coproculture. Donc, pour résumer un petit peu les indications, non-indications d'antibiotiques dans les cas de gastro-entérite aiguë chez l'enfant, je vous ai dit, on traite de façon systématique les shigelles et les salmonelles majeures, que sont les salmonelles typhi et paratyphi, qui sont quand même majoritairement des infections de gens qui reviennent de voyage, sachant que en plus les salmonelles typhiques, qui sont du coup les fièvres typhoïdes,
donne plutôt des tableaux cliniques de sepsis avec bactériémie plutôt que des tableaux de gastro-entérite aiguë. Euh, Si vous avez un terrain fragile, il faudra le traiter, donc les moins de 3 mois ou les déficits immunitaires, et en fonction de la gravité du tableau clinique. Globalement, le traitement des gastro, c'est l'azithromycine. La posologie, c'est 20 mg kilo jour, max 500 mg par jour en une prise par jour pendant 3 jours. Sachant que du coup, l'azithromycine existe en sirop et qui s'administre en dose poids, sachant que la dose max est équivalente à la dose poids de 25 kilos. Et donc, on utilise l'azithromycine pour tous les types de gastro-entérite aiguë quand il y a une indication à une antibiothérapie, sauf pour la Yersinia, pour lequel le traitement, c'est le cotrimoxazole à 30 mg kg jour en deux prises pendant 7 jours, et le Clostridium difficile, comme on a vu, le métronidazole à 30 mg kg jour en 3 prises par jour pendant 10 jours. Euh, voilà, donc les messages clés concernant la gastro-entérite aiguë chez l'enfant, c'est que de toute façon, la principale cause de diarrhée chez l'enfant, elle est d'origine virale, que les indications de la coproculture sont finalement rares et surtout de la recherche de Clostridium difficile encore plus, qu'il faut vraiment interpréter vos résultats de PCR multiplex en fonction du contexte clinique et avec méfiance, et que même si vous êtes face à une diarrhée bactérienne, l'antibiothérapie, elle n'est pas du tout systématique. Encore une fois, sauf pour la Shigelle et les Salmonella typhi. Et que, en gros, là où il faut insister, c'est sur les mesures d'hygiène. Et aussi, évidemment, chez le plus petit, sur la réhydratation orale avant tout. Que l'antibiothérapie des Clostridium difficile n'a aucune place avant 2 ans et qu'il ne s'agit pas de traiter un enfant qui est asymptomatique au moment des résultats, sauf pour la Shigelle et la Salmonelle. J'ai prévu un petit temps de questions à la fin. Je pense que je vais continuer. Euh, Du coup, on va passer maintenant aux infections urinaires. Donc, tout le problème du diagnostic d'infection urinaire chez l'enfant repose sur l'importance d'avoir un diagnostic fiable. En fait, pour avoir un diagnostic fiable, il faut pouvoir recueillir des urines de façon la plus stérile possible pour éviter les contaminations. Or, c'est un recueil qui est quand même très difficile chez l'enfant qui n'a pas acquis la propreté. Euh, et donc, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle Uticalc. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est en gros un outil qui a pour but d'estimer la probabilité pré-test d'une infection urinaire en fonction de certains critères cliniques pour voir si oui ou non il y a une indication à faire la bandelette urinaire par exemple. Et ensuite, ça calcule aussi la probabilité post-test d'avoir une infection urinaire en fonction des résultats de votre BU. Donc, on va illustrer un petit peu tout ça. Donc, vous avez en consultation Thomas qui a 16 mois. Il est gardé en crèche. C'est un enfant qui n'a pas du tout d'antécédents, qui n'est pas circoncis, qui a une fièvre qui évolue depuis moins de 24 heures à 38,5, bien tolérée, et vous n'avez aucun point d'appel clinique. Alors, qu'est-ce que vous dit Utical si vous remplissez du coup tous les critères que vous avez, moins de 12 mois, pas plus de 39, pas d'antécédents d'infection urinaire. C'est du coup un garçon non circoncis. Il n'y a pas d'autre cause de la fièvre et ça fait moins de 48 heures. Votre probabilité d'avoir une infection urinaire est calculée à 2,6%. En gros, quand vous remplissez
ce premier questionnaire du TICALC, ça vous rend trois résultats possibles. Soit ça vous calcule une probabilité inférieure à 2%, et donc ça signifie que votre probabilité pré-test d'infection urinaire est faible. En fait, il vous donne aussi le conseil que il faudrait pas prélever d'échantillons d'urine pour votre patient. Ensuite, si il calcule votre probabilité pré-test entre 2 et 5%, il vous conseille de faire un ECBU en fonction des facteurs individuels et d'une prise de décision partagée avec la famille. C'est assez vague. Et au niveau de la population, en gros, on sait qu'un seuil supérieur à 2% détecte à peu près 95% des infections urinaires et les seuils de 3-4% détectent 90% des infections urinaires. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que au-dessus de 2%, il faut quand même que vous fassiez votre bandelette urinaire. Et plus de 5%, aucun doute, suspicion forte, vous devez faire un ECBU. Ce que vous devez retenir des indications de la bandelette urinaire chez l'enfant, c'est que chez un nourrisson bien portant, elle doit être réalisée en cas de fièvre inexpliquée de plus de 48 heures. Le même enfant, il vous reconsulte parce que à 72 heures, la fièvre persiste toujours à 38,5, bien tolérée, vous n'avez toujours pas de point d'appel infectieux clinique, vous re-remplissez votre UTICALC et donc vous êtes tombé sur une probabilité à plus de 5%. Sans aucun doute, vous réalisez une BU sur poche. Je ne sais pas si vous êtes équipé de BU dans votre cabinet, mais c'est quand même... enfin, on reverra après comment vous pouvez réaliser des prélèvements urinaires chez des petits. Le premier cas, votre BU répond nitrite négatif, leuco-négatif. Si vous remplissez en gros sur Ethical les résultats de votre BU, la probabilité que votre patient ait une infection urinaire est à 0,43%. En gros, la valeur prédictive négative de la bandelette urinaire est supérieure à 90%. Donc c'est quand même un examen qui est relativement fiable. Et si elle est négative, il n'y a pas d'indication à faire un ECBU, sauf dans certaines exceptions dont on reparlera plus tard. Le deuxième cas, cette fois-ci, c'est quand même plus franc. Votre BU revient positive au nitrite et 3 croix positives en leucocytes. Cette fois-ci, Utical vous dit, oh là là, 98% de probabilité que votre patient il ait une infection urinaire. Et donc, votre diagnostic, il est quasi certain. Il faut absolument réaliser un ECBU à votre patient. Et ensuite, il y a tous les autres cas. Je me suis un peu amusée à remplir Utical avec toutes les possibilités. Soit vous avez des nitrites négatifs et des leucopositifs. Dans ces cas-là, votre probabilité d'avoir une infection urinaire est de 13%. Nitrite neg, leuco 2 croix, 45%. Nitrite plus, leuco plus, 1 croix, 65%. Nitrite neg, leuco 3 croix, 80%. En gros, dans toutes ces formes un petit peu intermédiaires, si on peut les nommer comme ça, Utical vous dira que le diagnostic d'infection urinaire est possible et qu'il faut réaliser un ECBU sur sondage ou au jet. Les indications de l'ECBU chez l'enfant, elles sont les suivantes. Donc, on réalise un ECBU d'emblée sans BU chez les nouveau-nés de moins de 1 mois, mais je pense que vous êtes un peu moins concernés par cette indication en ville, puisque c'est souvent des patients qui viennent directement aux urgences. Chez les patients qui ont des antécédents d'uropathie ou de neutropénie, et chez des patients qui ont déjà une antibiothérapie en cours. Le prélèvement, il est à réaliser évidemment avant toute antibiothérapie, mais comme tout prélèvement bactériologique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est les risques de contamination des prélèvements selon la méthode de recueil. Alors,
Le plus facile et ce qui est le plus souvent pratiqué alors ça c'est chez les enfants qui n'ont pas acquis la propreté, hein, évidemment, c'est de poser une poche. Et alors là, c'est assez catastrophique en termes de résultats microbiologiques puisqu'on sait que 50% des prélèvements sont contaminés. En fait, c'est assez difficile parce qu'il faut bien désinfecter. Il faut que la poche, elle soit bien collée parce que en fait, les enfants, ils font pipi, mais ils font aussi caca en même temps. Qu'elle soit pas restée en place plus de 1 heure. Donc voilà. On a des beaux prélèvements d'urine sur poche qui nous donnent des résultats très clairs, mais la plupart du temps, ils sont quand même contaminés et ça rend les interprétations très difficiles. Une autre méthode, du coup, c'est la méthode du permictionnel ou le prélèvement au jet, qui est quand même beaucoup plus fiable puisqu'on a un risque de contamination que de 25%. Et je vous expliquerai après la méthode du clean catch qu'on peut réaliser chez les moins de 6 mois. En gros, le permictionnel, c'est le milieu de jet. Donc, soit vous ouvrez la couche, vous avez de la chance le bébé vous fait pipi et du coup vous arrivez à choper un milieu de jet, soit on peut essayer de provoquer les choses avec la méthode du clean catch. La meilleure façon de réaliser un prélèvement urinaire chez l'enfant reste le sondage urinaire, puisqu'il y a uniquement 10% de risque de contamination et que ça reste moins invasif. Évidemment, la ponction suspubienne est un geste très stérile avec seulement 1% de risque de contamination, mais en pratique, elle est quand même très peu pratiquée car beaucoup plus invasive que le sondage urinaire. Je ne sais pas très bien si dans les laboratoires autour de vous, ils acceptent de réaliser des sondages chez les enfants. Mais en tout cas, si vous avez des difficultés, notamment chez les petits, je pense que si vous sentez la famille apte, il ne faut pas hésiter, je pense, à pouvoir les adresser aux urgences pour pouvoir réaliser un prélèvement de bonne qualité. Et Mais juste, Charlène, ouais, mais nous, à Villeneuve-Saint-Georges, on galère encore hein, sur les sondages, hein, par exemple. ah ouais. Ouais. Et moi, j'ai essayé quand je suis arrivée à sa Villeneuve, j'ai essayé, etc. Mais du coup, j'ai dit, en gros, j'ai fait un espèce de protocole, ben, un peu, voilà, mais en gros, quand il y a un doute sur la BU, sur poche, là, on fait le sondage, mais qu'en gros, si on a tout de suite une poche avec BU, avec nitrite leuco, bon, bah, tant pis, on envoie. Mais c'est vrai que je pense que, sincèrement, à Villeneuve, je pense que parfois, il y a un peu des diagnostics par excès. Mais nous, nos infirmières, elles sont pas très formées. Et en fait, enfin, c'est vraiment un peu une négociation, quoi. Alors, je sais pas pour les médecins de ville, si vous avez des retours sur Villeneuve-Saint-Georges. Je ne me suis Après, pas présentée, mais je suis médecin, du coup, je suis une DPH de pédiatrie de Villeneuve. c'est c'est le docteur Chosidov dont je vous avais parlé au début. En gros, c'est vrai que bah, c'est intéressant parce que du coup, Anaïs dit que c'est difficile, même à Villeneuve-Saint-Georges, et pour avoir échangé avec d'autres centres hospitaliers, c'est aussi difficile là-bas. Voilà, je pense qu'on a aussi, nous, un gros travail à faire sur les équipes paramédicales pour qu'elles acceptent de réaliser ce geste qui finalement n'est pas si compliqué. En tout Euh, cas, Charlène, pour répondre à ta question, nous, Ouais, effectivement, c'est plus souvent par poche quand bah on oui, envoie oui, je les sais enfants bien. au labo. C'est pas, enfin, moi, j'ai jamais vu, en tout cas, ça fait 10 ans que j'exerce, j'ai jamais vu de sondage fait directement au Mais labo. je pense qu'on a un travail à faire un peu là-dessus, quoi. Et c'est la grosse difficulté du recueil d'urine chez les enfants n'ayant pas acquis la propreté. Il y a pas de pathogénie, de iatrogénie du sondage chez le bébé? Non, franchement, c'est un geste qui est assez simple à faire, y compris chez les petits garçons. Et franchement, on n'a pas de complications. Enfin, franchement, il n'y a pas. Alors après, évidemment, on réalise un sondage vésical chez les enfants quand vraiment il y a une suspicion diagnostique forte. C'est après réalisation d'une BU qui est positive. Et en effet, d'ailleurs, on fait le sondage uniquement on fait le sondage quand... enfin,
On va dire l'inverse plutôt. On ne fait pas de sondage si la BU est positive en leucocytes et en nitrite. Par contre, s'il y a un doute sur un des deux, on fait le sondage. La Oui, bah, méthode... oui, bah, c'est ça, Charlène. En fait, Ouais, dans le ouais. protocole, j'ai mis ça exactement. Mm. C'est-à-dire que si on a tout de suite de l'eukonitrite plus sur la poche, bah, ça va. Mais le problème, c'est la poche qui dure une heure, plus d'une heure. On a Ouais, exactement. pas de nitrite. Enfin, tous ces diagnostics un peu douteux, je pense que dans ces cas-là, effectivement, il faut faire un sondage. Et si vous avez ça en ville, bah, limite, vous nous appelez aux urgences ou voilà. Enfin, et nous, d'emblée, on va faire un sondage parce que si vous avez déjà un doute en ville, autant faire le sondage directement aux urgences. Donc, la méthode du clean catch, c'est une méthode qui est intéressante. Excusez-moi, en termes de prévalence, vous faites combien de sondages dans l'année dans votre service? Parce que ce qu'il faut relativiser, c'est par rapport à ce que vous avez, vous, soit aux urgences PED, soit dans le service, par rapport à ce que peut vivre un généraliste, quoi. C'est-à-dire que combien vous faites ou combien vous avez d'opportunités de faire des sondages dans l'année pour pas trop angoisser le restant des généralistes qui vous écoutent. Moi, j'ai pas le compte exact, mais sincèrement, le sondage, par exemple, à Necker, enfin, bon, j'étais interne, hein, mais on faisait pas autre chose que des sondages, hein. Donc, enfin, pour moi, il y a aucun critère invasif à faire des sondages, hein. C'est pas, enfin, en tout cas, ça, il n'y a pas de enfin, il y a pas de contre-indication, il n'y a pas de, enfin, voilà. Enfin, je sais pas ce que tu t'en penses, Charlène, hein. Je sais pas exactement les chiffres à Trousseau. Peut-être qu'ils en font, je pense, plus qu'à Euh, Villeneuve, mais parce que nous, à Villeneuve, je vous dis, les infirmières, elles sont un peu, parfois certaines n'ont pas forcément l'habitude et elles ont un peu peur, mais c'est vrai qu'un sondage aller-retour, en fait, c'est pas grand-chose, hein. Non, ouais. J'ai pas les chiffres sur Trousseau, mais c'est vrai que à partir du moment où il y a un doute, on fait très facilement le sondage à Trousseau aussi, et c'est un geste qui pose vraiment pas de souci, hein. Mais ça, après, c'est en cas de suspicion de pyélonéphrite chez un petit n'ayant pas acquis la propreté. Je pense que c'est pas non plus la majorité de vos consultations. Mais c'est juste, voilà, l'idée c'était de de mettre un point de vigilance sur ces ECBU qui sont constamment contaminés, enfin constamment, très souvent contaminés chez les petits, et au moindre doute, si c'est compliqué, pouvoir l'adresser dans un service d'urgence à proximité qui aura la possibilité, en tout cas ce sera plus simple pour eux, d'aller au sondage si nécessaire. Je vais continuer juste. Donc, la méthode du clean catch, je pense que c'est une méthode qui serait importante de pouvoir développer, hein. Ça demande un peu de temps et je pense qu'en effet, au cabinet, c'est difficile, mais ça a quand même montré de bons résultats. En gros, l'idée, c'est chez les moins de 6 mois de faire boire un biberon d'eau ou de lait, peu importe, et 15-20 minutes après, à peu près. euh, pour le garçon, le tenir sous les bras comme ça, et pour la petite fille, la tenir sous les bras et les jambes écartées, et qu'il y ait une personne qui puisse faire les manipulations suivantes, c'est-à-dire une stimulation vésicale à 100 par minute, puis un massage au niveau lombaire, et d'alterner ces deux manipulations, ce qui va pouvoir... ce qui va stimuler en fait la miction du bébé et donc après recueillir du coup les urines en milieu de jet. Voilà, donc c'est intéressant, ça demande du temps. Je pense qu'on n'arrivera jamais à développer ça sur des laboratoires de ville, mais que vous en ayez entendu parler, je pense que c'est bien. Donc, on reprend notre patient initial chez qui, du coup, vous avez prescrit un ECBU. Voici les résultats de l'ECBU. Du coup, les leucocytes sont inférieurs à 10 000. Et en culture, vous avez une culture qui est positive à 10 puissance 4 Escherichia coli et pardon, à 10 puissance 3 Enterocoque fecalis. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat? On traite pas. Pour rappel, Thomas, il a 16 mois. Il a du coup 3 jours de fièvre sans autre point d'appel infectieux. L'idée, c'est de se dire que, a posteriori, finalement, même si la BU était positive, en fait, le CBU est non significatif et ne confirme pas le diagnostic d'infection urinaire fébrile. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à débuter une antibiothérapie, voire même, vous pouvez arrêter une antibiothérapie que vous auriez commencer en probabiliste au décours des résultats de la BU en attendant d'avoir les résultats de l'ECBU. Qu'est-ce que c'est qu'un ECBU positif? C'est deux critères qui doivent être réunis, à la fois une leucocyturie significative qui est définie par des globules blancs à plus de 10 puissance 4 par millilitre, et aussi un uropathogène unique à la culture à un taux de plus de 10 puissance 4 par millilitre aussi. En cas de doute, vous pouvez reprélever un ECBU, notamment si vous avez un ECBU qu'on pourrait dire un peu bâtard, une leucocyturie significative, mais deux pathogènes à la culture. Vous ne savez pas lequel traiter. Si jamais vous n'avez pas débuté d'antibiothérapie parce que votre patient était en bon état clinique et que votre suspicion était faible, vous pouvez tout à fait reprélever un ECBU en essayant, ou alors, si c'est difficile, l'adresser aux urgences pour qu'il ait justement un ECBU de bonne qualité. Le traitement probabiliste que vous pouvez proposer en ville, en ambulatoire, vous pouvez le faire uniquement chez les patients qui sont âgés de plus de 3 mois. Les moins de 3 mois, vous devez les adresser à l'hôpital. Et uniquement si le patient n'a pas d'uropathie sévère ou n'est pas en état clinique de sepsis. Selon les dernières recommandations du GPIP, il y a trois molécules qui sont possibles d'utiliser en probabiliste. Il y a d'une part l'amicacine, dont la dose est entre 15 et 20 mg kg jour en IV. Je sais qu'on en a discuté avec Anaïs où ils arrivent à trouver des prestataires en ville pour faire ces injections-là, sachant que du coup l'amicacine est délivrable en officine de ville. Vous avez aussi la possibilité de prescrire une C3G en intramusculaire, donc c'est la ceftriaxone à la dose de 50 mg kg jour. Je vous ai mis juste à côté une capture d'écran d'un protocole de trousseau qui existe dans le trousseau de poche dont je reviendrai juste après. Et attends, Euh, et juste, Charlène, c'est vrai que nous, on fait. Moi, j'ai mis 15 à 30 dans notre protocole. ouais, Bon, après, je sais que je crois que c'est au chic, peut-être qu'ils font un peu plus, mais bon, globalement, bon. Trosso, vous faites que 15 à 20. Ouais. Ok. Et donc, donc, je vous ai mis cette capture d'écran juste là parce que vous avez des conseils de reconstitution de la ceftriaxone administrée en IM qu'on peut diluer avec de la lidocaïne pour que l'injection intramusculaire soit mieux tolérée par l'enfant. Et enfin, en troisième possibilité, vous avez la C3G orale qui est le cefixime, qui se donne en sirop en dose poids, tout en sachant que dans ces trois possibilités-là, l'amicacine reste la molécule la moins sélectionnante sur le microbiote et est très bien tolérée en pédiatrie. Maintenant, voilà, je sais que vous faites avec vos possibilités en ville. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est de pouvoir réévaluer votre prescription d'antibiotiques systématiquement entre 2 et 4 jours, en tout cas à la réception des résultats à la fois des premiers résultats de vos ECBU si vous l'avez, et ensuite aux résultats finaux d'antibiogramme. L'antibiothérapie probabiliste,
sera différente si jamais à l'examen direct de vos urines, le biologiste vous répond qu'il a trouvé plutôt des coxigrammes plus et non pas des BGN, parce que dans ces cas-là, la suspicion ce serait une infection à entérocoque et que les entérocoques sont naturellement résistants au C3G. Dans ces cas-là, l'antibiothérapie devra être adaptée par amoxicilline. Une fois que vous avez eu vos résultats de CBU, que vous avez confirmé votre diagnostic, vous allez adapter votre antibiothérapie de façon secondaire et donc selon les dernières recommandations du GPIP. L'antibiothérapie à privilégier dans les infections urinaires fébriles de l'enfant, c'est le cotrimoxazole, donc le Bactrim, dont la posologie est de 30 mg kg en 2 prises. J'attire votre attention sur les contre-indications. C'est l'âge de moins de 1 mois, encore une fois, je pense que vous êtes un peu moins concernés, mais que vous le sachiez. Et les patients qui ont un déficit en G6PD. En deuxième intention, c'est le cefixime à 8 mg kg en 2 doses. Donc, c'est ce qu'on a dit. Le cefixime se donne en dose poids. En troisième intention, en cas de résistance, de résistance au cotrimoxazole et au cefixime, vous pouvez utiliser l'association cefixime-augmentin si votre souche est sensible à la tazocilline. Et si votre chousse est résistante à à la tazocilline, vous pouvez utiliser cette association si vous avez un e-test qui est disponible et qui a testé l'association qui a une CMI inférieure à 1 mg par litre. Si jamais vous avez besoin d'utiliser cette association cefexime et augmentin, le cefexime se prescrit donc comme habituellement avec une dose poids 2 fois par jour. Et l'augmentin sera aussi prescrit en 2 fois par jour, donc comme je le disais au début de la présentation, avec une dose poids et demi le matin et une dose poids et demi le soir. Et si jamais tout ça est résistant, vous prenez un avis spécialisé d'un infectiologue pédiatrique. La durée totale du traitement des infections urinaires fébriles de l'enfant, c'est 10 jours, en comptant à la fois la durée IV et la durée Péros. On va parler maintenant des infections urinaires non fébriles, donc des cystites de la petite fille, avec ce cas clinique-là. Donc, c'est Clara, qui a 6 ans, aucun antécédent. Elle vous a consulté parce que elle avait des signes urinaires fonctionnels sans fièvre. Vous avez réalisé une BU sur milieu de jet qui est positive à la fois en nitrite et en leucocyte. Vous avez débuté un traitement probabiliste par euh, augmentin, amoxicilline et acide clavulanique, dont vous avez demandé du coup à la mère de débuter juste après la réalisation de l'ECBU. Clara est devenue complètement asymptomatique au bout de 2 jours. Et puis, au bout du troisième jour, vous recevez cet antibiogramme-là, où vous vous rendez compte que bah, le CBU était bien positif à Escherichia coli, mais qu'en fait, cet Escherichia coli est résistant à l'augmentin, alors que c'est le traitement que vous aviez choisi. Alors, est-ce qu'on change de molécule? Est-ce qu'on ne change pas de molécule? Si on change de molécule, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Vous savez, c'est d'ailleurs résistant au Bactrim aussi. C'est un cas pas facile. En fait, il va falloir poursuivre le traitement à l'identique pour une durée totale de 5 jours. Les recommandations pour la cystite de la fille en traitement probabiliste, il est à débuter après le CBU comme toute antibiothérapie, à débuter après les prélèvements microbiologiques. Le traitement qui est indiqué, c'est l'augmentin à 80 mg kg jour qu'on peut donner en 2 prises. Sauf chez la fille pubère de plus de 12 ans, dans ces cas-là, on peut prescrire en probabiliste de la phosphomycine, un sachet de 3 grammes en monodose comme chez l'adulte. Et juste, j'attire votre attention chez le garçon pubère. On
va plutôt utiliser des fluoroquinolones ou du Bactrim, un peu comme dans le cadre des prostatites. Sachant qu'un garçon qui a des signes fonctionnels urinaires sans fièvre, même si la BE est négative, il faut réaliser un ECBU. Pour ce qui est de l'adaptation secondaire, si jamais l'évolution clinique est favorable et que vous récupérez des résultats qui vous rendent un antibiogramme qui est résistant à la molécule que vous avez choisie, il n'y a pas d'indication à changer d'antibiotique parce que l'évolution a été favorable. Si jamais, en revanche, l'enfant reste symptomatique malgré le traitement et que, en effet, vous avez une molécule qui est résistante, dans ces cas-là, il faut s'adapter à l'antibiogramme et switcher de molécules. Ce qui est recommandé en première intention, c'est le cotrimoxazole péros et en deuxième intention, l'acéfixime oral. Et la durée de traitement des cystites de la fille, c'est 5 jours. Associé à tout ça, évidemment, ce qui est très important, c'est de penser aux règles d'hygiène, ne pas se retenir, s'essuyer d'avant en arrière, voilà, un petit peu tout ça. C'est toujours bien de bien boire de l'eau, c'est toujours bien de renforcer les règles d'hygiène. Sachez que dans le cadre des cystites aiguës simples, il existe une prise en charge possible en officine, enfin, qui est quand même réglementée par certains critères. Les patients peuvent se présenter d'eux-mêmes à la pharmacie s'ils ont des signes fonctionnels urinaires et la pharmacie peut être amenée à prendre en charge de façon autonome la cystite simple si jamais le patient répond à certains critères. Et en fait, ça fonctionne en tout cas côté pédiatrique, pour les femmes âgées à partir de 16 ans. Donc voilà, si tous les critères sont remplis, le pharmacien peut lui-même réaliser la bandelette urinaire à la pharmacie et en fonction des résultats, délivrer un traitement par phosphomycine ou pas. Au moindre doute, il vous adressera à la patiente et surtout, au moindre et si le patient ne remplit pas les critères, il vous adressera à la patiente pour avoir un avis médical. Vous pouvez aussi vous adresser les patients pour qu'elles réalisent, enfin les patientes du coup âgées de plus de 16 ans, pour qu'elles réalisent la bandelette urinaire à la pharmacie avec une ordonnance conditionnelle de délivrance d'antibiotiques si jamais la bandelette est positive. Et donc, vous voyez, il y a aussi les conseils d'hygiène qui sont rappelés. Donc, bien boire, éviter de se retenir, pas de produits d'hygiène intime parfumés, etc. Donc, les messages clés concernant les infections urinaires de l'enfant, c'est vraiment de se questionner sur la qualité du prélèvement et aussi de s'informer du mode de recueil. C'est vrai que nous, c'est un truc qu'on fait systématiquement avant d'interpréter un ECBU, c'est comment les urines ont été recueillies et normalement, c'est une information que vous avez sur vos rendus de résultats. Euh, il faut favoriser les antibiotiques avec un moindre impact sur le microbiote. C'est vrai que dans les infections urinaires, le céfexime est rentré dans les recommandations. Maintenant, c'est vrai que c'est une molécule qui est quand même sélectionnante et que on préfère quand même l'éviter.
Il n'y a pas de place pour les fluoroquinolones en première intention sur les infections urinaires de l'enfant hors infection urinaire masculine de l'enfant pubère, sauf sur avis infectiologique. Et il faut vraiment s'atteler à récupérer et à interpréter les résultats définitifs de vos ECBU à J3 pour pouvoir arrêter l'antibiotique si jamais votre CBU il est finalement non significatif ou bien adapter votre antibiotique. On va passer maintenant aux infections ORL de l'enfant. Comme je vous le disais, hein, les infections ORL de l'enfant, c'est un peu les championnes des infections pédiatriques parce que c'est d'une part les infections les plus fréquentes et d'autre part la première cause d'antibiotiques chez l'enfant. Et donc c'est vraiment, vraiment là où il y a un effort à faire sur le bon usage, en sachant que la majorité de ces infections sont d'origine virale. Il faut que vous soyez rassurés aussi par le fait que ces infections-là, même bactériennes, guérissent souvent de façon spontanée, sans antibiothérapie. Donc, un premier cas clinique, vous voyez un enfant de 3 ans qui n'a pas d'antécédent. Il a de la fièvre depuis 3 jours, bien tolérée. Il a une rhinorrhée qui est très épaisse et bien verdâtre. Pas d'autres symptômes infectieux. Il est en bon état général. Les tympans, vous les avez parfaitement bien vus. Ils sont tout à fait normaux. Votre examen clinique, vous retrouvez une rhinopharyngite avec une gorge un petit peu rouge, des petites adénopathies cervicales bilatérales infracentimétriques non significatives, et voilà, et vous êtes face à une maman qui est hyper inquiète et qui vous dit docteur, docteur, ça va pas du tout, on part demain en vacances, il est trop malade, ça coule tout vert, à chaque fois qu'il est enrhumé, il a toujours une otite après, il lui faut absolument des antibiotiques. Bon, je pense que ça nous est tous arrivé de prescrire des antibiotiques qu'on savait non justifiés sur une pression des parents. Ça arrive à tout le monde, hein, malheureusement, mais c'est vrai que c'est des situations qu'il faut essayer d'éviter au maximum. L'idée, c'est vraiment de pouvoir respecter les non-indications aux antibiotiques. Chez l'enfant, donc ce sont ces différentes causes-là, la rhinopharyngite, et ce, quelle que soit la couleur de la rhinorrhée, qu'elle soit verte, blanche, jaune, que sais-je. Euh, les otites congestives ou séreuses, les angines des enfants de moins de 3 ans, les angines des enfants plus âgés avec un TDR streptoa négatif et les laryngites. Tout ça, ce sont des infections qui sont d'origine virale et qui ne nécessitent pas d'antibiotiques. Tout repose maintenant sur l'information et l'éducation des parents à tout ça. Il est vrai que la difficulté, c'est que la première complication des rhinopharyngites du petit, c'est l'otite moyenne aiguë et que si vous le voyez à un instant T, il n'a pas d'otite et il vous reconsulte 2 jours plus tard parce que la fièvre persiste et finalement il a développé une otite. Ça, c'est parfois difficile à comprendre et à entendre pour des parents qui sont capables qui déjà ne reconsultent pas forcément le même médecin et qui sont capables de dire oui, bah, j'ai vu un médecin il y a 2 jours, il a même pas vu l'otite. Bon, il faut prendre le temps d'éduquer ses parents, de leur expliquer que ça peut survenir dans un second temps, que ça nécessite une réévaluation médicale. Et s'il vous plaît, il faut éviter les prescriptions d'antibiotiques conditionnelles si la fièvre persiste dans 48 heures. Parce qu'on le voit encore de temps en temps, ce genre de prescription sans réévaluation clinique. Il y a aussi un rôle du pharmacien hein, sur la communication autour des infections virales ou bactériennes. Pas forcément besoin d'utiliser des antibiotiques. Je pense que c'est un travail
de longue haleine auprès de la population et où tout le monde peut apporter quelque chose. Pour vous aider sur ces consultations qui peuvent parfois être un petit peu difficiles, vous avez l'assurance maladie qui a développé des ordonnances de non-prescription qui justifient que bah, votre patient, il a une rhinopharyngite et que du coup, les signes peuvent durer de 3 jours, la toux 1 à 3 semaines et que c'est une infection virale et qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Elles sont assez bien faites et donc c'était des ordonnances de non-prescription qui étaient plutôt tournées vers l'adulte et c'est vrai qu'il y a une version pédiatrique qui a été développée, qui est juste là, parce que parfois c'est plus facile aussi pour des parents d'avoir un document justificatif et explicatif justifiant la non-prescription. Donc là, je vous ai mis deux photos, une angine érythémateuse et une angine érythémato-pultacée. À votre avis, quel patient a le plus de chances d'être dû au streptocoque A? Est-ce que c'est plutôt l'angine érythémateuse? Est-ce que c'est plutôt l'angine érythémato-pultacée? Les deux. En gros, oups. Euh, Ces deux angines peuvent être dues à une infection à strepto A. Il n'y a aucun score clinique valable pour le diagnostic d'angine à strepto A chez l'enfant. La seule chose qui fait foi, c'est le TDR strepto A qui est à réaliser chez les enfants à partir de 3 ans et jusque l'âge de 15 ans. À partir de l'âge de 15 ans, on peut commencer à utiliser le score de Mac-Isaac qui est du coup le score utilisé chez l'adulte. Les indications du streptoa, elles sont très importantes parce que, évidemment, que elles peuvent éviter certaines prescriptions d'antibiotiques. Les indications à retenir, c'est l'angine chez les enfants de plus de 3 ans. C'est un examen qui est très rentable parce que euh, quand le TDR est positif, on sait qu'on a plus de 90% de risque que l'angine soit due au streptoa. Et par contre, on est assez tranquille parce que quand c'est négatif, la probabilité est que de 5%. Donc, seuls les enfants présentant une angine à TDR positif chez les enfants de plus de 3 ans nécessitent une antibiothérapie par amoxicilline, sachant que ces enfants aussi doivent avoir une éviction scolaire de 48 heures après le début de l'antibiothérapie. Le TDR strepto A, il peut être aussi utilisé dans d'autres indications, notamment sur le pudautoré. C'est assez intéressant. Et aussi dans le traitement des adénopathies cervicales, des adénites, même si vous avez à votre examen clinique une gorge normale, il est indiqué de faire un TDR strepto A dans la gorge parce que si celui-ci est positif, au lieu de l'utiliser de l'augmentin, on peut utiliser de l'amoxicilline et donc dans les cas d'infection prouvée à strepto A par le TDR, la posologie de l'amoxicilline peut être réduite à 50 mg kg en 2 prises parce qu'on sait que le strepto A est une bactérie qui est très sensible à l'amoxicilline. Tout comme la cystite aiguë, il existe une prise en charge possible en officine des enfants qui ont une angine, euh, soit qui se présentent de façon spontanée, soit que vous pouvez adresser en pharmacie. Si jamais vous n'avez pas de trotte, si jamais vous n'avez pas le temps, si jamais c'est difficile pour vous de faire un TROD, euh, adressez vos patients en officine de ville avec une ordonnance conditionnelle de délivrance d'antibiotiques. Sachez que en officine, les pharmaciens qui sont formés peuvent réaliser du coup le TROD chez les enfants de plus de 3 ans. S'ils ont une ordonnance qui date de moins de 7 jours et donc vous pouvez ensuite faire une ordonnance conditionnelle de délivrance d'antibiotiques si jamais le test est positif. Lorsque le patient se présente de façon spontanée
à la pharmacie avec des signes évocateurs d'angine, j'ai mal à la gorge, j'ai mal quand j'avale, etc. Dans ces cas-là, selon certains critères, et donc le critère aussi, c'est les enfants de plus de 10 ans, le pharmacien peut poser l'indication de la réalisation d'un TROD et délivrer de lui-même l'antibiotique si jamais le TROD est positif. On va traiter maintenant l'otite moyenne aiguë. Alors, l'otite moyenne aiguë, on sait que les infections ORL, ce sont les championnes des infections pédiatriques et la championne des infections ORL, c'est l'otite moyenne aiguë. En gros, probablement que c'est une pathologie qui est surdiagnostiquée parce qu'en réalité, l'examen otoscopique, c'est quand même un examen qui est difficile parce que ça nécessite d'avoir un bon otoscope, ça nécessite d'avoir un enfant compliant, sage et calme, ce qui n'est pas toujours facile, d'autant plus que le pic d'incidence de l'otite moyenne aiguë, c'est les enfants âgés entre 6 mois et 36 mois, donc c'est pas toujours facile de les examiner. Euh, et, euh, et que souvent on est limité par du cérumen, on voit une partie ou pas du tout, on ne sait pas trop. Sachez que les complications de l'otite moyenne aiguë sont rares et qu'il y a deux études qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine en 2011 qui ont montré que dans la majorité des cas, les otites moyennes aiguës pouvaient guérir de façon spontanée sans antibiotiques. Ils avaient inclus des enfants de moins de 30 mois avec un diagnostic d'otite moyenne aiguë. Et en fait, ils avaient fait un groupe placebo et un groupe augmentin. À l'époque, c'était les recommandations. Et 50% des enfants dans le groupe placebo avaient guéri contre 85% des enfants dans le groupe augmentin. Donc, voilà, sachez que c'est pas grave de ne pas traiter une otite moyenne aiguë. C'est aussi le message de cette étude. Pour le diagnostic d'otite moyenne aiguë, vous avez déjà un contexte clinique et des signes tympaniques. Je voulais juste voilà, faire un rappel, c'est pas toujours facile le diagnostic d'otite moyenne aiguë. En gros, il existe en période aiguë trois types d'otites. Les otites purulentes, donc les otites moyennes aiguës, les otites congestives ou lequel il n'y a plus de relief et pour lequel ils sont opaques, on ne voit plus le triangle lumineux. Les tympans congestifs sont des tympans qui sont très rouges, mais pour lesquels on perçoit toujours les reliefs et le triangle lumineux. Et enfin, l'otite séromuqueuse, c'est un tympan qui sera opaque, mais qui ne sera pas bombé, dont on verra bien les reliefs. Vous pouvez avoir des petites variantes un peu rigolotes de signes tympaniques qu'on appelle l'otite flicténulaire ou la myringite bulleuse, comme vous avez là juste en dessous, qui sont de même signification d'une otite moyenne aiguë purulente. En plus des signes tympaniques, vous avez le contexte clinique qui peut vous aider. Vous avez l'aspect du tympan contralatéral. Alors, les otites moyennes aiguës purulentes bilatérales existent, mais quand même, c'est pas les cas les plus fréquents. Et donc, quand vous avez deux tympans bien rouges des deux côtés avec un triangle lumineux, bah, on est plutôt dans l'otite congestive. Et puis, vous avez aussi les adénopathies cervicales qui peuvent vous aider. Quand vous avez un doute sur un tympan qui vous a l'air bombé avec une grosse chaîne ganglionnaire inflammatoire du même côté et rien du tout de l'autre côté, ça vous oriente aussi plutôt vers le côté purulent. Vous avez des outils d'aide à l'autoscopie, notamment un e-learning sur le site d'Active France, où l'inscription est complètement gratuite et où vous avez accès
à la fois à des vignettes cliniques ou juste des images qui vous disent c'est un tympan inflammatoire, pas inflammatoire, c'est un tympan bombé, pas bombé. J'ai besoin de mettre une antibiotique, pas d'antibiotique. Donc c'est assez didactif et c'est assez rigolo à faire. Donc je vous encourage à aller voir ce site internet. Juste que vous sachiez pour vous rassurer un petit peu sur la résistance aux antibiotiques dans les bactéries responsables d'otite. Il y a une étude qui a été menée de 2001 à 2016 où ils avaient inclus des enfants âgés de 6 à 24 mois pour lequel un diagnostic d'otite moyenne aiguë avait été porté et ça avait été un recrutement réalisé par 138 pédiatres et ils avaient regardé en fait le portage nasopharyngé, des germes. Et en gros, sur la courbe de gauche, vous avez le portage des pneumocoques. La courbe bleue, ce sont les pneumocoques qui sont résistants à la pénicilline. En gris, ce sont les pneumocoques qui sont de sensibilité diminuée à la pénicilline. Et en orange, ce sont les pneumocoques sensibles. Vous voyez quand même que on n'a quasiment pas de pneumocoques résistants à la pénicilline et que les pneumocoques de sensibilité diminuée sont en nette diminution. Et tout ça coïncide aussi avec les introductions successives de la vaccination pneumocoque. Vous avez aussi, ils avaient testé aussi le portage de l'hémophilus, où du coup, c'est pas les mêmes couleurs. En bleu, ce sont les hémophilus sensibles. En orange, ce sont les hémophilus producteurs de bêta-lactamase et en gris, les hémophilus résistants. Et là, donc là, en fait, la vaccination pneumocoque n'avait pas eu trop d'incidence sur le portage nasopharyngé d'hémophilus. Il y avait du coup une autre étude qui avait regardé le profil de résistance des pneumocoques chez l'enfant. Et donc vous voyez qu'avec, c'est ce qu'on avait vu initialement sur la première étude, le portage de pneumocoques de sensibilité avait tendance à diminuer initialement. Et puis on note une discrète augmentation sur les dernières années. Et donc ça, c'est expliqué par le fait de la surconsommation de bêta-lactamine en France. De toute façon, que vous soyez rassuré par rapport à la sensibilité du pneumocoque, en fait, quand on parle de pneumocoque de sensibilité diminuée au bêta-lactamine, donc aux pénicillines, en fait, les CMI, donc les concentrations minimales inhibitrices, sont plus élevées pour les pénicillines de type N, les C1G, les C2G et les C3G, sauf le céfotaxime et la ceftriaxone. Et que par contre, ces CMI-là sont plus faibles pour l'amoxicilline, le céfotaxime et la ceftriaxone. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, les pneumocoques de sensibilité diminuée aux pénicillines sont sensibles à l'amoxicilline en réalité. Donc, c'est aussi sur ce corollaire-là que les recommandations sont d'utiliser l'amoxicilline en première intention dans le traitement de l'otite moyenne aiguë. C'est vraiment la molécule de premier choix parce que, comme je vous l'ai montré, elle est efficace et en plus, du coup, la molécule la moins sélectionnante. La posologie, elle est entre 80 et 100 mg kg jour que vous pouvez répartir en 2 prises par jour. On a vu que plus de 95% des pneumocoques étaient sensibles à l'amoxicilline, même les souches de sensibilité diminuée, et que sur les dernières études, plus à peu près 80% des hémophilus actuellement sont sensibles aussi à l'amoxicilline, ce qui fait que sur les dernières recommandations, même dans le syndrome otite conjonctivite, vous pouvez utiliser l'amoxicilline en première intention et non plus l'augmentin. Euh, L'idée de tout ça, c'est vraiment le message clé d'éviter les antibiotiques critiques et surtout les céphalosporines orales dans le traitement des otites moyennes aiguës.
Les indications, c'est de traiter de façon systématique les enfants de moins de 2 ans et dans ces cas-là, la durée totale du traitement, c'est 10 jours. Mais que par contre, pour les enfants de plus de 2 ans, le traitement, il peut être différé, sauf si les enfants sont très symptomatiques. Et donc, je voulais repréciser là, l'otite moyenne aiguë fait partie des indications pour lesquelles, si jamais vous prescrivez un traitement par augmentin en deuxième intention sur un échec d'amoxicilline par exemple, vous pouvez le prescrire en 2 fois par jour. La grande difficulté dans le diagnostic des otites moyennes aiguës, c'est quand on ne voit pas les tympans parce qu'il y a du cérumen et finalement c'est assez fréquent en pédiatrie. En gros, il existe 3 méthodes d'extraction. Les agents céruménolytiques, les irrigations ou l'élimination manuelle. À ce jour, il n'y a aucun essai clinique qui existe, qui a comparé l'efficacité de ces stratégies-là. Donc voilà, il n'y a pas de méthode supérieure à une autre. Et donc je vous ai juste mis une petite vidéo, j'espère qu'elle va passer. Dites-moi si jamais vous n'entendez pas, pour vous illustrer un petit peu comment on peut, on peut faire pour l'extraction du cérumen. Older children and cooperative younger children may be examined in the sitting position, either in their parent's lap or on the examination table. Uncooperative children are best examined while recumbent in either prone or supine position. The head should be firmly immobilized by an assistant. A second assistant, usually the parent, braces the child's body against the examination table. Depending on the child's position, one of the assistants must also firmly hold the child's hands. With the child fully immobilized and with the child's head secured by an assistant, insert the otoscope into the external auditory canal using your dominant hand. Once in the proper position, use your non-dominant hand to hold the otoscope in place. Partially displace the lens of the otoscope and insert the blunt ear curette into the speculum. Under direct visualization, advance the loop of the curette behind the piece of cerumen. Do not attempt to break through the cerumen, as this may result in further impaction. Rather, try to pass the loop of the curette behind the piece of cerumen, being careful not to traumatize the walls of the external auditory canal or the tympanic membrane with the curette. If small amounts of cerumen still remain, insert the triangular applicator wrapped in cotton approximately 0.5 centimeters in the canal. Twist the applicator while withdrawing it from the canal. Alternatively, you may use an irrigation technique. Obtain a large syringe filled with lukewarm water connected to butterfly tubing to flush out the cerumen. Use of cold water should be avoided as it is uncomfortable and may cause nystagmus. Voilà. Donc ça, c'était une vidéo qui avait été publiée quand même dans le New England Journal of Medicine. Évidemment, c'est aussi dans un monde idéal, hein. C'est pas toujours facile d'avoir des enfants aussi sages. Et puis, c'est pas non plus facile d'être à l'aise avec ces méthodes-là. Si jamais vous voulez essayer la méthode d'irrigation, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est plutôt avec de l'eau tiède. Et sur les méthodes d'extraction du cérumen, voilà, il faut vraiment que vous soyez à l'aise, sinon, bah, tant pis. Et puis, en fait, c'est ce que je vous ai dit, il y a pas, c'est pas grave de pas prescrire d'amoxicilline dans une otite, sachant que la majorité peuvent guérir seuls. En gros, l'idée, c'est de se dire... Excusez-moi, envoyer de l'eau liquide, de l'eau liquide, ouais. Envoyer de l'eau tiède sur un tympan qui est rouge, vous allez faire hurler l'enfant. Ça, c'est garanti, hein. Alors, mais c'est si jamais vous avez du cérumen qui Non, vous mais bouche j'entends bien, même s'il y a du cérumen, pour arriver à ramener le cérumen, il faut que l'eau elle passe derrière le bouchon et qu'elle ramène le cérumen. Donc ça veut dire qu'elle va forcément aller toucher le tympan. Et là, c'est forcément que vous allez avoir la grosse gueulante de Alors, l'enfant. Il aura mal, et à juste titre. À juste titre. il s'agit pas de mettre une grosse pression sur l'eau que vous injectez, hein. Il y a pas... Écoutez, franchement, pour avoir nettoyé à peu près 5000 paires d'oreilles,
euh, c'est impossible de ne pas mettre de pression pour emmener un bouchon. C'est impossible. Techniquement, ça ne vient pas. Donc là, la technique avec de l'eau, c'est bien quand le tympan il n'est pas malade. Mais si le tympan il est un peu malade, un peu congestif ou un peu douloureux, c'est impossible à faire. Mm, mm. Je pense qu'il ne faut pas du tout conseiller cette technique parce que ça va juste rendre l'enfant extrêmement peureux pour la suite des événements s'il faut lui nettoyer son oreille à un moment ou à un autre. Ok, bah c'est intéressant d'échanger sur ça. C'est une des méthodes qui est soulevée comme possible, mais en effet, c'est Franchement, intéressant d'en c'est... discuter. Ouais. En tous les cas, en gros, il y a pas il y a pas de recommandations sur comment faire. Et puis surtout, aux États-Unis, la société d'ORL recommande de ne pas traiter systématiquement le cérumen chez les patients asymptomatiques dont les oreilles peuvent être correctement examinées. L'idée peut-être c'est de se dire que quand vous suivez un enfant, peut-être que on peut prévenir les bouchons de cérumen lors des consultations de suivi systématique et que si vous regardez une oreille et que il y a un peu de cérumen et que ça vous gêne pas, on n'en fait rien. Par contre, si jamais à un moment où l'enfant va bien, vous tombez sur un bouchon de cérumen qui gêne, alors c'est peut-être le moment d'essayer de le retirer un petit peu en prévention. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de pouvoir communiquer autour de mesures d'hygiène avec les parents, ne pas utiliser de coton-tige qui favorise ces bouchons de cérumen. Mais plutôt laver les oreilles par irrigation lors du bain avec le pommeau de douche. Ne surtout pas, ce qui est vraiment déconseillé, c'est d'utiliser les bougies auriculaires. Et que voilà, vous puissiez essayer d'extraire les impactions en dehors des contextes aigus pour que au moment où vous ayez besoin de voir les tympans, ce soit alors plus facile pour vous et que en dehors du contexte aigu, vous puissiez adresser l'enfant en consultation ORL si besoin, si vraiment il s'agit d'un bouchon de cérumen très dur et profond, surtout chez les moins de 2 ans qui sont d'une part la population la plus à risque d'otite moyenne aiguë purulente et aussi qui peuvent être peuvent un peu moins manifester la symptomatologie du bouchon de cérumen parce que ce sont des enfants qui parlent pas, mais donc du coup c'est important aussi ça ferait partie en gros du dépistage des baisses de l'audition, etc. et peut-être améliorer l'acquisition du langage. Les messages clés concernant les infections ORL, du coup, c'est de retenir que la majorité de ces infections sont d'origine virale et d'essayer de respecter au plus possible les non-indications malgré la pression parentale. Et donc ça passe par un temps d'éducation des parents. Euh, Ce que vous devez retenir aussi, c'est l'importance de la réalisation des TDR strepto-A. Euh, Notamment pour les angines, et que si jamais pour des difficultés techniques ou de temps, c'est difficile de faire le streptoa au cabinet, n'hésitez pas à adresser en officine avec une prescription conditionnelle. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'urgence à débuter une antibiothérapie dans les formes simples d'otite puisque la majorité guérissent spontanément. Et donc si vous avez un doute diagnostique, vous pouvez prendre un peu de temps avant de prescrire un antibiotique et revoir l'enfant. Juste pour vous embêter, Oui. euh, non, bon, pour les otites, on peut discuter. Mais pour les angines, d'abord, c'est pas facile de faire certains TDR chez l'enfant parce Ouais. que ils veulent pas, ils ferment la bouche. Bon. Et la deuxième chose, je pense que c'est comme pour les otites, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un risque clinique à ne pas traiter une angine dont on saura peut-être un jour ou pas, à 48 heures après ou pas, qu'elle est Mm. streptococcique? Enfin, là, je pense qu'on est dans la même, à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que il y a plein d'études qui ont montré
en fait, la plupart des angines guérissaient spontanément, quoi. Et que, Oui, est-ce que c'est une vraie angine à strepto ou est-ce que c'est une angine virale avec un portage de strepto? bah ça c'est une vraie question et c'est Je vrai vous que remercie. non, c'est une vraie question et c'est vrai qu'il y a certains pays européens qui ne traitent pas les angines. Maintenant, voilà, les recommandations, elles sont établies comme ça. Je pense que c'est important de les suivre. En effet, le seul souci, c'est que on est peu de temps après une grosse épidémie de streptoa où on a subi pas mal d'infections sévères. Donc, vous dire qu'il n'y a aucun danger à ne pas traiter une angine à streptoa, je suis un petit peu gênée. Je sais pas ce que t'en penses, Anaïs, mais si Anaïs est là. Bon. Je pense Moi, que Oui, pardon. j'allais dire, Non, ouais, je suis assez quand même à d'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis tentée de faire le streptotest. Bon, au final, moi, j'arrive, enfin, je demande aux parents de m'aider. Bon, voilà, c'est pas toujours ouais, simple. ouais. Mais c'est vrai que s'il est positif, bon, bah, je vais traiter quand même, quoi. En plus, après 3 ans, bon, on arrive quand même un petit peu plus. Et puis surtout, je trouve que parfois, ça les fait vomir, les angines à streptoa. Ils ont souvent beaucoup de fièvre. Ils sont très douloureux. Et mm, finalement, quand on les met sous Amox, en 24 heures, ils vont beaucoup mieux. Donc, bon, c'est vrai que j'ai Non, non, tendance mais, à le faire. non, moi je suis d'accord avec, d'accord avec la stratégie, mais pour dire que euh, je suis pas sûr que ça repose sur des études à long terme qui montrent que quand on traite ou qu'on on traite pas les angines à strepto, parce que le grand fantasme, c'était le rhumatisme articulaire aigu, mais si je vous demande combien vous, hospitalier, mm, vous avez vu de rhumatisme articulaire aigu, là on va mm. friser Le le zéro. 10-4 ou le 10-5. Oui, D'accord? Donc, en fait, c'est ça le truc, quoi. Parce que finalement, même pour les otites, la grande discussion, c'est si vous mettez une dizaine de médecins à regarder le même de tympan, mm, il est vraisemblable que vous aurez au moins trois diagnostics différents. Au oui, moins. oui. Et donc, l'indication va encore être extrêmement discutable. Donc, l'ORL de l'enfant, si finalement, c'est un truc, c'est un territoire assez mouvant, hein, Oui, oui, oui. assez incertain. Bah, on pourrait se dire, on pourrait se dire de couper la poire en deux. C'est vrai qu'en général, comme disait Anaïs, les enfants qui ont une angine à streptoa, c'est des enfants qui vont être très fébriles, très symptomatiques et qui vont vomir. Si vous observez si vous avez un enfant qui est plutôt en bon état général avec une angine, mais qui est finalement pas aussi symptomatique, en effet, si vraiment vous n'arrivez pas à faire le TDR, peut-être que c'est chez ces patients-là qu'il faut surseoir à l'antibiotique. Non, mais je suis d'accord, c'est-à-dire la bonne vieille règle de pédiatrie qui dit que l'état clinique de l'enfant est le plus important. Ouais, Je pense qu'il faut la répéter tout le temps parce que c'est ça qui est surdéterminant, même pour les infections urinaires, ouais. euh, C'est, et y c'est, compris c'est- pour les infections urinaires de la petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans. ouais. C'est vrai que en pédiatrie générale, l'examen clinique, il est quand même fondamental et l'état général du patient apporte quand même énormément de réponses sur l'état de santé de l'enfant. Donc, c'est vraiment un contexte à prendre en compte. Du coup, on arrive un peu à la fin des quelques illustrations que je voulais vous montrer. Pour terminer un petit peu, je voulais essayer de vous donner quelques outils du bon usage antibiotique. Je ne sais pas si vous en connaissez. En tout cas, bah, je pense que la majorité d'entre vous connaissent Antibioquick pour vous aider sur des indications, des molécules, des posologies. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un livret de protocole qui s'appelle le trousseau de poche, qui a été du coup développé sous forme d'application que vous pouvez télécharger sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Android ou Apple, sur lequel vous retrouvez à la fois les protocoles de trousseau avec du coup les indications d'antibiotiques ou pas, les examens biologiques que vous pourriez prescrire si vous avez un doute diagnostic. C'est une application qui est assez complète et sur laquelle vous avez aussi des conseils, des fiches de conseils aux parents. Alors, il y en a en infectiologie, mais je pense que ça peut vous aider aussi finalement dans des indications qui ne sont pas infectieuses.
Vous avez par exemple des conseils sur la surveillance des traumatismes crâniens, mais si on part plutôt sur le conseil infectieux, vous avez des conseils sur la varicelle, sur le traitement de la gale. Vous avez des conseils sur la fièvre des enfants de plus de 3 mois, comment surveiller à la maison, quoi faire, etc. Donc voilà, je vous invite franchement Et puis vous avez, comme je vous ai mis, vous avez aussi du coup tout un tableau des indications des antibiotiques et leur posologie. Donc je vous invite un peu à télécharger cette application. Pour s'inscrire, c'est très simple, hein. Il suffit de donner votre nom, je crois, et peut-être votre RPPS, et encore, je suis même pas sûre. Je pense qu'il suffit de dire que vous êtes médecin et vous y avez accès. Et à surfer un peu dessus pour voir, pour pouvoir y piocher un petit peu ce qui vous intéresse. Euh, un autre outil que vous pouvez avoir, ce sont des fiches antibiotiques résumées qui ont été rédigées après la publication des dernières recommandations du GPIP, qui est le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, et qui est publié sur le CRATB. J'en ai mis quelques-unes à la fin de mon diaporama. Je pense que mon diaporama, il va vous être envoyé après, donc comme ça, vous en aurez. En tout cas, vous les retrouvez assez facilement sur le site du CRATB Île-de-France. Et enfin, vous avez le site infectiologie.com, qui est le site de la SPILF, sur lequel vous avez toutes les recommandations. Donc ça, c'est un peu pour vous aider sur le bon usage. Et ensuite, vous avez du coup des outils qui sont plus destinés pour le patient. On a parlé tout à l'heure de l'ordonnance de non-prescription. Et vous avez aussi cette affiche-là que je trouve pas mal, que vous pourriez peut-être afficher dans les salles d'attente de vos cabinets à destination du patient, savoir quelle infection est d'origine virale ou bactérienne, est-ce que j'ai un antibiotique ou pas. Voilà, c'est peut-être un moyen un peu de sensibilisation aussi auprès de la patientèle. Et vous avez un autre moyen d'outil au bon usage, et ben c'est nous. En gros, du coup, je pense que bah, vous connaissez déjà l'EMA de Villeneuve-Saint-Georges, mais qui est du coup une EMA adulte. Et donc là, depuis février 2025, du coup, j'ai pris le poste au sein de l'EMA Trousseau, qui est du coup une EMA pédiatrique, et je travaille en collaboration aussi avec Créteil, mais ce qui vous intéresse plus, c'est de savoir que je travaille en collaboration avec le CHIV, et donc avec le docteur Anaïs Chozidov qui est présente ce soir et qui est pédiatre infectiologue. L'idée, c'est que tout comme l'EMA adulte, on puisse établir une collaboration ensemble, et vous dire que du coup, vous pouvez avoir accès à de la téléexpertise pour des avis d'infectiologie pédiatrique 5 jours sur 7 via Directa PHP. Je sais que c'est une plateforme qui est différente de la plateforme OmniDoc qui est utilisée par le MA adulte. Malheureusement, j'ai pas trop le choix sur ça. Donc, vous avez ici à la fois le QR code d'accès et à la fois le lien direct de la page. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà Directa PHP, mais c'est assez facile de se connecter. Il faut s'y connecter avec son RPPS et Pro Santé Connect. Et puis ensuite faire la demande de téléexpertise. Si jamais vous avez des difficultés techniques ou quoi, on pourrait imaginer une petite mise au point sur le fonctionnement de Directa PHP. En tous les cas, pour les avis semi-urgents, vous pouvez vous faire une demande directement via Directa PHP, sachant qu'en fait, les avis semi-urgents, on y répond vraiment en quelques heures, voire dans l'heure qui suit pour le moment, parce que l'activité est en train de se développer. Et que pour les avis urgents, vous avez accès au numéro de téléphone qui est ici, qui est une ligne téléphonique dédiée à l'hôpital Trousseau pour les avis extérieurs à l'hôpital, sur lequel vous avez un médecin qui répond. Et à côté, je vous ai mis mon numéro de DECT direct de l'hôpital Trousseau, mais sachant que j'y travaille que 3 jours sur 7, donc le plus simple, c'est quand même de retenir le premier numéro où vous êtes sûr d'avoir quelqu'un au bout du fil tous les jours. Tout en sachant que si jamais vous voulez un avis urgent
on peut vous le donner par téléphone, mais on vous demandera de faire une demande directe à PHP a posteriori, qui peut être simplifiée sans forcément nous remettre toute l'histoire très détaillée, mais parce que d'une part, ça valorise votre acte et nos actes, hein, parce que je pense que vous savez que vous êtes rémunéré pour les demandes de téléexpertise, et d'autre part, ça génère un compte-rendu et donc une traçabilité de cet avis. Donc ça, c'est la première chose. N'hésitez pas à nous contacter pour tout avis infectiologique, quel qu'il soit, diagnostic thérapeutique, vaccinologie. On est très disponible. Et l'autre chose qu'on veut établir avec vous en termes de collaboration, c'est que vous puissiez nous adresser de façon assez facile des patients en consultation ou en hospitalisation. Et donc, évidemment que ces patients ne seront pas pris en charge sur le site de Trousseau, mais plutôt à Villeneuve, qui est votre hôpital de proximité, sous réserve de la validation du docteur Chosidov. Donc, c'est quelque chose à discuter. L'idée, c'est que vous nous contactiez à Trousseau et que si jamais on imagine plutôt une consultation et une hospitalisation, on puisse nous contacter le docteur Chosidov pour organiser les choses. Voilà. Est-ce que vous Euh, avez des questions sur ça ou Après, nous, on est déjà centre de référence pour les maladies vectorielles à tiques, donc j'ai souvent un peu des patients qui viennent, qui sont adressés, mais après, je ne sais pas si vous avez, je sais pas si je vous ai déjà eu au téléphone, en fait, je sais pas parce que je vous connais pas tous. le- En gros, les messages clés du bon usage, c'est attention à l'interprétation de vos résultats microbiologiques, quels qu'ils soient. Positivité n'est pas synonyme de maladie. Toujours la corrélation avec l'examen clinique de l'enfant, l'éducation des parents qui est quand même une part très importante de toute façon en pédiatrie pour n'importe quel motif qu'il soit. Vraiment, c'est éviter les molécules de fort impact. Et donc voilà, je pense que on avait une soirée de 2 heures sur le bon usage en antibiotiques en pédiatrie. Je pense que j'aurais pu encore développer d'autres sujets et donc je suis très ouverte à l'organisation d'une autre soirée sur des thèmes qu'on a imaginés comme l'allergie à l'amoxicilline ou d'autres infections ou alors une soirée en vaccinologie. Et voilà, toutes les propositions sont bienvenues et je reste disponible pour en discuter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous montre juste du coup à quoi ressemblent les fiches récapitulatives qui ont été rédigées par le CRATB à l'issue des recommandations. Donc vous avez les infections digestives, urinaires, respiratoires basses, ORL, cutanées, et voilà. Donc ça, vous les avez disponibles sur le site et de toute façon, je pense que mon diaporama circulera. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Bah, merci, Charlène. Merci. Merci. Oh, Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Charlène, du coup, merci beaucoup. Anaïs aussi. Merci à tout le monde d'être venu. Merci aussi aux autres CPTS d'avoir participé. S'il n'y a pas de questions particulières, de toute façon, effectivement, le PowerPoint circulera probablement, au moins pour récupérer effectivement les, les coordonnées pour qu'on puisse appeler s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses que les participants voulaient voir ce soir? Petit rappel, n'oubliez pas de d'émarger, du coup, avec le lien qu'il y a dans le chat ou en début de présentation. Parfait. Bon, bah super. Et ben écoutez, je vous laisse tous, du coup, passer une très bonne soirée.